palalbes porola biwel inyu insang ilories inyu insang di bani nongcho boye baso ibela imon bes ndingo maibe ngwap oh ngiyeni 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 ngiyenu basolo babi wel inyu minkang milong yes inyu minkang mi bon bes balal bes abi wo ye abi wo babi welli inyu litenjes nebe kai nebe yon mumandama yang bambari ni nyai dari torelo ngiyeni oh ngiyenu ngiyeni ngiyenu mama ngiyeni ngiyeni ngiyenu bon bes mayom de queles bo Baes inorjal ingena ches Bombes bain di tol bo di telep inyutila ingena ches Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Mesdames les Premières Dames, Excellences, Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les délégués à la conférence internationale de Yaoundé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de clôture de la conférence internationale de Yaoundé, organisée à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun, va bientôt commencer. Les travaux de la séance de clôture seront dirigés, comme à l'ouverture, par Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef de l'État. Je vous remercie. Monsieur Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, prix Nobel de la paix. Monsieur le Président de la République du Cameroun, Monsieur le chef d'État, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres et chers amis, c'est pour moi un grand honneur d'être aujourd'hui à Yaoundé pour célébrer cet événement important de l'histoire du Cameroun et de notre continent.
c'est aussi un immense plaisir d'être entouré par d'amis chers. Pour cela, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude envers le président Paul Biya et son gouvernement qui ont organisé une manifestation de cette ampleur qui marquerait longtemps les esprits. Let me continue in English. I see that Lord Long has lots of supporters in the room. Let me begin by congratulating the 17 countries that are also celebrating their Golden Jubilee this year, and in particular, our general host, the Republic of Cameroon. Mr. President, I recall how hard you work with President Obasanjo to resolve the issue of Bakassi peacefully and to ensure that tensions between your two countries would forever be an issue of the past. I saw how dedicated and how determined you were to demonstrate to your people and to Africa and the world at large that there are peaceful means of resolving such conflicts, even when oil is involved. And I want to And I really want to applaud you for that great effort, which is a lesson for our continent, which today is scarred by too many conflicts and too many wars. But all the countries that gained independence 50 years ago have come a long way since their independence. Freed from colonialism, they have strived to become valued members of the international community. Freed from the will of European capitals, they have sought their own governance paths and political directions and built national identities. Many of these countries have worked hard to develop functioning economies and political systems that prioritize the needs of their own citizens rather than distant customers and consumers. Many of us in this room are, as the French would say, of a certain age. The change we have seen in our lifetimes have been enormous. I remember well how I witnessed Ghana's independence as a 19-year-old teenager, beaming with hope and looking to the future. 50 years later, many of the hopes I harbored on that day in Accra have been realized. The last decade in particular has been one of remarkable progress. Unnecessary and cruel wars have come to an end. Increases in trade, domestic and foreign investments have fueled impressive economic growth rates. New partners are being found, democracy and human rights are taking root, governance has improved, civil society has been empowered, and agricultural revolution is beginning to take hold, and opportunities have been extended to ever larger segments of the population. After a gloomy year dominated by the global economic and financial crisis, economic growth rates are beginning to climb again in Africa, restoring the continent's place as one of the fastest growing regions of the world. All this is cause for celebration, and much more than many outsiders commentators are ready to acknowledge. However, I cannot help but compare our economic and social progress to that of Asia,
where many countries also gained their independence half a century ago. Let me mention but just one example. In the 1960s, the per capita income of South Korea was virtually the same as that of Sudan. Yet today, South Korea is one of the richest countries in the world and a respected member of the groups like the G20 and the OECD, while Sudan trails every conceivable league table. Of course, not every country in Africa has struggled like Sudan, and not every country in Asia has been as successful or stable as South Korea. But in general, the unfavorable comparison between the two continents holds. But this is about to change. As we have heard throughout this conference, opportunities for progress abound, both home and abroad. At home, our wealth in natural, human, and renewable resources provides a strong basis for social and economic progress. Our land, too, has enormous potential. If properly invested in and used, it can not only feed Africa's needs, but it will also help feed the world. This wealth is also increasing Africa's geostrategic importance. At the moment, attention is focused on our oil, gas, minerals, and to some extent, on our agricultural lands. But as the unsustainability and damage created by current models of economic growth and energy consumption become obvious in the richer countries, Africa's potential for low-growth carbon development, effective land use for food production and renewable energy generation will become more important and integral to the world's search for more viable and sustainable development. Ever stronger partnerships within the Global South are multiplying social and economic opportunities. Investments by countries like China are helping to diversify our economies, address infrastructure deficits, lower the cost of business, and facilitate trade. Goods and services are becoming more accessible to the poor. Abroad, Africa is becoming an increasingly important and vocal player. The ascent of the G20 and the emergence of new groupings around specific objectives is an encouraging sign that outdated structures of global governance are changing. So are the recent reform plans of the IMF and the World Bank. Comprising a quarter of the world's states and 1 billion people, Africa is a sleeping giant about to be awoken. The Copenhagen Summit has already provided a small glimpse of what this giant can achieve when it speaks up. While the summit was a disappointment, the African group did assert itself and helped shape the final accord, particularly with respect to financing for developing countries. At home and abroad, investors are increasingly recognizing the potential of African markets and the rich talents of the continent's people. In many countries, regulatory reforms are helping to stimulate the private sector and release the creative energies of the men and women of Africa. At the same time, the private sector is beginning to understand how it can add social and environmental value without compromising core business objectives. Lastly, the rapid spread of modern technology and like mobile phones is changing the way Africa's economy functions.
its people interact, and services are delivered. It is opening the door to an entire new world full of opportunities and promise. These and other opportunities are real, but they are also under threat. They are under threat from global dynamics like climate change and economic volatility. But they are also under threat from within the continent, from new forms of insecurity and the spread of ungovernable areas and the rise of organized crime and illicit activities, from the discrimination against women, from the inability to feed a growing population, and from our own complacency. For the opportunities I have mentioned will not be realized automatically. We cannot take further progress for granted. We need to work hard for it. We need what is required, and we know it. We know what is required. We have heard it from many of today's speakers and yesterday's speakers. It is strong leadership and good governance that will make the difference both at home and on the global stage. Despite some glaring setbacks, the last decades have already seen progress in the quality of African governance, but there is still a long way to go. There are still too many instances of corruption, of elite capture of resources, of growing inequality in wealth and opportunity, abuse of electoral processes, and selective adherence to the rule of law. We need to see the fulfillment of commitments in our national constitutions and in the AU Constitutive Act. Promises kept on good governance, respect for human rights, and the rule of law. Across the continent, civil society needs to be given more space and rights to be able to hold leaders accountable for their actions and make an essential contribution to nation-building efforts. Women finally need to be given the rights and access to opportunity that correspond to their central role in our societies and economies. Gender equity is key to good governance, social stability, and sustainable development. We must also see much greater transparency in the way governments manage revenues, particularly those from the extraction of natural resources. They must be turned into results for all citizens, not just the elite few. The same is true of our agricultural lands, which increasingly attract the interest of foreign investors. We need more progress too on consolidating and enhancing regional integration and cooperation. Africa's international competitiveness and ability to meet its trade potential depend on much greater economies of scale and on improvements in transport, energy, and communications infrastructure. This African agenda must be driven by strong African financial, economic, and political institutions. The African Development Bank and the African Union, our springboard for cooperation within and beyond Africa, need to be further strengthened and empowered. There is great scope for more concerted action to ensure that Africa's place in global decision-making fora is secure and that its voice is heard. Throughout this conference, we have heard how stronger partnerships within the global South are already having a positive impact on the continent. But much more is possible and necessary.
The main challenge for African leaders is to manage these and other partnerships in a way that it is mutually beneficial and generates tangible and lasting benefits for their citizens. In doing so, they can draw upon the experience of their own partners, such as China's pioneering activities in low-carbon energy, India's in agriculture, and Brazil's in social protection. Partnerships that boost trade, but not green growth and poverty reduction represents a wasted opportunity. Partnerships that do not include all stakeholders, including civil society, will not work. And we have to accept that governments cannot tackle these challenges alone. As we move forward, we must recognize that solid societies are built on 3 pillars: security, development, and respect for human rights and the rule of law. For there can be no long-term security without development, and there can be no long-term development without security. And no society can long remain prosperous without respect for human rights and the rule of law. The challenges before us are great. As we celebrate our successes, we must not forget that hundreds of millions of Africans continue to live in poverty and insecurity, without access to adequate food, health, education, and other services, in conditions that have not improved since independence. But the many success stories of the last 50 years have proven that progress is possible, even in the most difficult circumstances. This and the extraordinary talent and energy of Africa's people and the impatience of the younger generation to transform the quality of life and assert Africa's place in the world gives me the confidence that the next 50 years will be even better. It is the next generation of leaders that must pick up the challenge from us, my generation, and some of you in this room. From what I have seen on my travels throughout the continent, they are well up to the task. We just need to give them the chance. Thank you very much. Je remercie M. Kofi Annan pour son intervention. Je donne la parole maintenant à son éminence le cardinal Peter Apia, président du Conseil pontifical Justice et Paix, envoyé spécial de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI. Son Excellence, Monsieur le Président, Président de la République du Cameroun, Madame la Première Dame de la République du Cameroun, Excellences, membres du corps diplomatique et représentants d'autres chefs d'État, honorables membres du Parlement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Invité à prendre la parole devant cette auguste assemblée, je vous félicite et je vous salue chaleureusement de la part de Sainteté, le Pape Benoît XVI. Et en son nom, je m'adresse tout particulièrement à vous, Son Excellence, le Président Biya,
et à tout le peuple camerounais à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de votre cher pays, le Cameroun. Le Saint-Père continue de garder un affectueux souvenir de sa visite dans ce pays l'an dernier. Il a encore à l'esprit la généreuse hospitalité et l'affection de votre gouvernement et de votre peuple, et la célébration émouvante de la foi qui avait réuni les fidèles du Cameroun au stade de Yaoundé. Puisque ce peuple croyant célèbre le cinquantenaire de son indépendance, le Saint-Père s'associe à son action de grâce à Dieu pour avoir conduit cette grande et prometteuse nation durant ces 50 années d'indépendance. Il invoque sur le gouvernement et le peuple camerounais l'abondance de bénédictions divines, la lumière et la protection d'en haut au moment où cette nation fait face à son avenir, un avenir de bonne gouvernance, de croissance prospère et de paix. Le projet du 50e anniversaire, l'Afrique, une chance pour le monde. Monsieur le Président, le gouvernement et votre peuple, ils ont souhaité célébrer ce 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays par une session d'études spéciale. En même temps que 16 autres pays d'Afrique célèbrent leur indépendance cette année avec le Cameroun, vous avez choisi de réfléchir sur la signification panafricaine de cette célébration de l'indépendance. Sur le fond de l'histoire et de l'expérience de l'indépendance particulière du Cameroun, vous avez considéré les réalités et les défis de l'Afrique comme une chance pour le monde. Sous le thème « L'Afrique, une chance pour le monde, réalité et défis », vous avez convoqué une distinguée assemblée des hommes d'État expérimentés et érudits, des diplomates et d'intellectuels, pour étudier et approfondir la place et l'expérience de l'Afrique dans le monde, les défis qu'elle affronte aussi bien que ses chances. Cette session d'études, comme il l'a souhaité, conduira définitivement à définir un nouvel itinéraire pour l'Afrique dans son histoire d'après l'indépendance et à réaliser pour ces populations les chances de la bonne gouvernance, de la croissance et de la stabilité économique, de l'éradication de la pauvreté, du contrôle des maladies et de l'accès aux soins de santé, de la sécurité alimentaire et de la paix dans un monde qui se globalise de plus en plus. Les travaux de la réunion du G8 à L'Aquila en Italie l'année passée ont conduit les observateurs aussi à décrire l'Afrique comme un continent d'opportunités pour le monde, de sorte que le reste du monde change sa manière de percevoir l'Afrique. Comme l'écrivait un journaliste italien, ce n'est plus le temps de donner un coup de poing dans l'estomac des lecteurs, en sollicitant leurs émotions avec des images de mort et de faim. Cela n'a guère servi ces dernières années. Nous devons parler au cerveau et expliquer que c'est une chance pour tous que l'Afrique se développe. Ce sera une solution pour l'économie, la sécurité et l'environnement. Ici, ce n'est pas simplement l'Afrique qui était considérée comme une chance pour le monde, c'était plutôt l'Afrique développée. Le développement de l'Afrique fait l'Afrique
chance pour le monde. Les défis fondamentaux, Monsieur le Président, que l'Afrique doit affronter sont clairs. Il s'agit de faire en sorte que le peuple d'Afrique ait aussi réalise les chances que ceux du dehors voient en elle. Et il est encore plus important de trouver la manière dont le peuple du continent peut réaliser et rendre accessibles à eux-mêmes les chances et les dons dont Dieu a doté l'Afrique. Le pape Benoît XVI a posé le même défi, même si obliquement, au peuple du continent durant sa visite ici au Cameroun et en Angola l'année dernière, en considérant les différents facteurs qui s'opposent au développement de l'Afrique et le compromettent. Pendant son discours, par exemple, du bienvenue à l'aéroport du Luanda, le Saint-Père a rappelé aux Angolais: votre territoire est riche, votre nation est forte. Utilisez ces atouts pour favoriser la paix et l'entente entre les peuples sur une base de loyauté et égalité capable de promouvoir l'Afrique. Plus tard, rencontrant les autorités politiques et civiles ainsi que le corps diplomatique, le Saint-Père, en voyant ce moment comme le temps pour l'Afrique d'être un continent d'espérance, les a exhortés: chers amis, avec un cœur intègre, magnanime et plein de compassion, vous pouvez transformer ce continent et le conduisant sur le chemin indiqué par les principes indispensables à toute démocratie civile moderne: le respect et la promotion des droits de l'homme, un gouvernement transparent, une magistrature indépendante, des moyens de communication sociale libres, un réseau d'écoles et d'hôpitaux fonctionnant de façon adéquate. Le rappel du Père aux Angolais et à tous les Africains que Dieu a accordé aux hommes le pouvoir d'élever avec l'aide de raison et de la foi au-dessus de leurs inclinations naturelles est très significative et il rejoint la vocation de chaque personne à l'autotranscendance et l'autodéveloppement. Car le progrès, en tant que vocation au progrès, ne pousse à faire, connaître et avoir plus pour être plus. Et cela signifie que le développement doit être intégral et doit promouvoir les biens de toute personne et de toute la personne. Cela signifie la promotion du progrès de tous les hommes et de tout l'homme. Et l'homme ne peut manquer à ses vocations divines de poursuivre son propre développement. C'est ainsi que le Saint-Père développe le thème du développement humain dans sa récente encyclique Caritas in Veritate. En volant lui aussi sur le même air de raison et de la foi, le Saint-Père traite le thème fondamental au centre de cette session d'études, à savoir le développement de l'homme en Afrique. Car du fait qu'il a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, l'homme ne peut manquer à sa vocation divine de poursuivre son propre développement. Cela pourrait sembler inhabituel à certains d'entre nous que le Saint-Père parle du développement humain comme d'une vocation. Mais il en est ainsi. Cela signifie que c'est à la fois le désir et le dessein du Dieu que l'homme et la femme, même l'homme et les femmes africains, deviennent l'acteur et l'actrice de son et de leur développement. Et si c'est une vocation, alors elle est irreligieuse et négligente de la part des Africains de ne pas assumer la responsabilité pour leur développement.
Fort heureusement, le début du 3e millénaire semble avoir coïncidé avec un désir continental naissant d'une nouvelle Afrique chez les leaders africains eux-mêmes. Une nouvelle génération de leaders africains a rêvé d'une nouvelle Afrique et a voulu guider la réponse de l'Afrique à sa vocation de poursuivre son développement. Ces sentiments et beaucoup d'autres encore étaient les précurseurs des courants de pensée et des idées qui ont alimenté la formulation, par exemple, du NEPAD. Il a semblé que les leaders politiques africains étaient déterminés à changer la face de l'administration politique sur le continent. Aussi ont-ils pris la tête d'une auto-évaluation critique de l'Afrique qui a reconnu que la pauvreté du continent était causée par la mauvaise gouvernance. Ils ont conçu une ligne de bonne gouvernance, de responsabilité et de transparence. Ils ont adopté un cadre pour guider la performance et ils ont donné le ton à la renaissance africaine à travers un leadership politique transparent. Ce cadre stratégique est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, et il a été reconnu et applaudi au niveau mondial et est vanté comme cadre du développement conçu par les Africains pour guider l'Afrique à sortir de la pauvreté. Africans indeed must spearhead their own development. For us it was asserted in Tokyo in 2003 at the meeting of TICAD 3, Tokyo International Conference for African Development. Cooperation means to realize a vision together with the people of Africa, the vision of an Africa that is modern, that is independent, where self-confident African men and women shape their own future and pursue their own path of sustainable and democratic development. For only stimuli and efforts coming from within Africa would lead to success. NEPAD represented the initiative of self-confident African men and women to shape their own future and to pursue the path of sustainable and democratic development. It only now remains to see what cooperation, especially as TICAD described it in Tokyo, NEPAD and other initiatives for African development have received from the rest of the world. So the implementation of Africa's architecture of opportunity and development, like the NEPAD and very many others, by independent sovereign states in a globalized setting of our world, makes cooperation as an expression of solidarity and the creation of partnerships indispensable. Thus, a critical dimension, indeed, of Africans, the EU and the G8 are not yet ready to sit tight enough around the table to make room for Africa to sit on the same table. For in true partnership, all remain open to all. It is not normally a one-sided tutelage or one-way traffic of services. But when the partners are of unequal stature, economically or politically, as the case is between several independent African states and their partners outside, then partnership can only have the face of solidarity and altruism, through which the weak is empowered, the poor enriched, the feeble strengthened, and the voiceless given advocacy. Partnership in this case, as Pope Benedict XVI teaches, is inspired by the principle of gratuitousness and the logic of gift as an expression of solidarity and fraternity among humankind. In an increasingly globalized society, the common good
and the effort to obtain it cannot fail to assume the dimension of the whole human family. That is to say, the community of peoples and nations in such a way must come together in such a way as to shape the ethnicity in unity and in peace. And so, as Pope John Paul II once did say, collaboration in the development of the whole person and every human being is in fact a duty of all towards all, and must be shared by the four parts of the earth, east, west, north, and south. Indeed, the attainment of the common good has become a goal that is beyond the reach of individual states, even if they are dominant in terms of power, in terms of wealth, and in terms of political strength. There is interdependence among men and nations, and the obligation to cooperate for attaining the common good is on us all. Governments and international agencies, therefore, must guarantee the attainment of that equality, which is the basis of the right of all to participate in the process of full development, duly respecting not only legitimate differences, but also agreements of cooperation reached. Such agreements of cooperation should not only protect interests and profits and be guided by strict market mentality, they should have regard for the duty to solidarity, to justice, and universal equality. Thus, Africa's development will be ensured, and a developed Africa will be an opportunity for the rest of the world. Monsieur le Président, joyeux 50e anniversaire de l'indépendance et que Dieu bénisse le Cameroun et son peuple. Merci. Je remercie son éminence le cardinal Peter Appiah pour son intervention. Nous allons entendre maintenant le rapport général des travaux de la conférence internationale de Yaoundé. Et à cet effet, je donne la parole à M. Pam Ndongo, ministre camerounais de l'enseignement supérieur. Sur le thème « L'Afrique, une chance pour le monde, réalité et défis ». La cérémonie solennelle d'ouverture, présidée le mardi 18 mai 2010 par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, a été rehaussée par la présence de son Excellence Blaise Compaoré, président de la République du Faso, de son Excellence Pradike de Menezes, président de la République de Sao Tomé et Principe, et de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Elle a été ponctuée par 8 interventions. En premier lieu, le mot de bienvenue du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qui s'est dit particulièrement honoré d'accueillir un tel aéropage de personnalité avant d'exprimer les souhaits de bienvenue et d'agréable séjour à l'ensemble des participants. Ensuite, l'important discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a jeté un regard rétrospectif et prospectif sur les indépendances africaines et a tracé les lignes forces de la conférence internationale de Yaoundé avant de déclarer ouverts les travaux de ses assises. Intervenant par la suite, le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est appesanti sur le rôle et la place de la jeunesse dans la construction de l'Afrique contemporaine. Il a en outre relevé les vertus de l'intégration régionale dans la zone CEMAC, au sein de laquelle le Cameroun apparaît comme une locomotive naturelle.
Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Ali Triki, est quant à lui revenu sur le rôle joué par l'ONU dans le processus d'autodétermination des peuples africains avant d'aborder les principaux enjeux de l'organisation mondiale vis-à-vis de l'Afrique, que sont la préservation de la paix et la promotion du développement. Madame Acha Rose Midiro, sous-secrétaire générale des Nations unies, a indiqué qu'après 50 ans d'indépendance, la situation de l'Afrique n'était pas aussi désastreuse qu'on le dit. Elle a rendu hommage au père fondateur des États africains avant d'engager les leaders actuels à plus de volontarisme pour que l'afro-optimisme se traduise dans les réalisations quotidiennes. Dans son intervention, le secrétaire général du Commonwealth, M. Kamalesh Sharma, a mis l'accent sur quelques-unes des valeurs que défend son organisation dans son partenariat avec les États africains membres. Il a également dressé le bilan du partenariat avec le Cameroun depuis son admission dans l'organisation en 1995, en insistant sur certains aspects comme le soutien aux institutions universitaires et l'appui au renforcement du mécanisme électoral. M. Mohamed El Baradei, ancien directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a quant à lui formulé des réflexions en vue de l'émergence de l'Afrique, au nombre desquelles la dynamisation de l'intégration régionale et l'implication de la diaspora dans le processus de développement. Au terme de cette série d'allocutions est intervenu l'un des faits marquants de la cérémonie d'ouverture avec la remise de la flamme de la paix à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, par le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Jean Ping. Pour Monsieur Ping, ce geste symbolique marque la reconnaissance de l'Afrique pour le rôle essentiel joué par le Président Paul Biya dans la consolidation de la paix en Afrique. Intervenant à la suite du Président de l'Union africaine, le chef de l'État camerounais a relevé que l'acceptation de ces symboles devait être comprise comme un engagement de sa part à poursuivre le combat pour la paix si cher au peuple camerounais et africain. Il a enfin formulé le vœu que cette flamme illumine non seulement le Cameroun, mais aussi l'Afrique et le monde. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par une photo de famille. Les travaux de la conférence internationale de Yaoundé, proprement dit, organisée en séance plénière et en atelier, ont démarré immédiatement après la séance solennelle d'ouverture. Séance plénière numéro 1. La séance plénière numéro 1 était présidée par M. Michel Rocard, ancien Premier ministre français, et avait pour modérateur M. Louis-Sylvain Ngoma, secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et rapporteur M. Daniel Edou Ngema, conseiller économique et financier à l'Union africaine. La première plénière portait sur le thème « Comment l'Afrique peut-elle tirer un meilleur parti de ses ressources, démographie, marché, etc. » Dans son exposé liminaire, M. Alain Joandet, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie de la République française, a d'emblée posé le problème de l'interaction entre l'aide publique au développement et les financements publics et privés pour faire reculer la pauvreté dans une logique de complémentarité, comme en témoigne le mécanisme français du contrat des endettements développement C2D. Après avoir relevé le rôle de la puissance publique dans la dynamisation et la régulation des initiatives privées, il a souligné la disponibilité d'importants financements pour la réalisation des projets de développement en Afrique à travers l'Agence française de développement AFD. Intervenant à son tour
M. Michel Rocard a salué le regain de croissance qui innerve de nombreux États africains du fait de l'allègement du poids de la dette, de la diversification de la coopération et des échanges commerciaux en direction des pays émergents. Pour que ce renouveau soit une chance de relèvement durable, l'Afrique doit limiter les importations et assurer son autosuffisance alimentaire en développant et en protégeant son agriculture vivrière. Elle doit particulièrement se prémunir contre les distorsions des marchés financiers, sources d'inflation et de désordres sociaux, investir dans la recherche et l'innovation pédagogique à travers notamment le téléenseignement, améliorer le climat des affaires, a conclu le Premier ministre Michel Rocard. Madame Valentine Rugwabiza, directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a relevé qu'en dépit de la croissance enregistrée ces 15 dernières années sur le continent, du fait des réformes structurelles mises en œuvre, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est de 3%. Cette situation découle entre autres d'une faible pénétration des produits africains sur le marché global ou préférentiel en raison de la porosité des structures de production et d'une offre commerciale insuffisante, de la persistance des structures économiques héritées de la colonisation, ainsi que de la récurrence de l'escalade tarifaire. Monsieur Arnold Ekpe, président directeur général de Ecobank, a insisté sur la nécessité pour les gouvernements et les institutions régionales de mettre l'accent sur la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, le développement des infrastructures, notamment énergétiques, la construction des marchés viables, attractifs et intégrés. Évoquant les réformes institutionnelles engagées au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, depuis 2007, réformes qui visent à faire de cette zone une puissance énergétique, un pôle métallurgique et une puissance verte, M. Antoine Nzimi, président de la commission de la CEMAC, a indiqué que le développement de l'Afrique passe par la transformation et la consommation locale des produits africains, la lutte contre les irrédentismes nationaux qui constituent un handicap à l'intégration économique. Dans son intervention, M. Stephen Liebing, directeur du département international Gaz Business d'énergie Baden-Württemberg AG, a relevé l'importance d'une véritable coopération dans la gestion des ressources naturelles et des projets de développement. M. Maro Desgrottes, directeur Afrique de Total, estime pour sa part que l'Afrique gagnerait à développer son potentiel énergétique encore faiblement exploité tout en veillant à la préservation de l'environnement. Au cours des échanges qui ont suivi, les participants ont insisté sur la nécessité de rationaliser les dispositifs institutionnels d'intégration en Afrique, de renforcer les valeurs d'éthique et l'implication des intellectuels dans les processus de développement des États, d'accroître les infrastructures régionales et continentales, de mettre en place des dispositifs de correction des distorsions du marché international. Séance plénière numéro 2. Le thème de la plénière numéro 2 était intitulé « Bonne gouvernance et performance économique ». Présidé par M. Abdoulaye Diané, sous-secrétaire des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, la plénière numéro 2 avec au modérateur M. Zéphirin Diabré, directeur du département Afrique-Moyen-Orient chez Areva, et comme rapporteur Mme Leila Mokadem, chef de la division du secteur privé à la Banque africaine de développement. Dans son mot introductif, M. Abdoulaye Diané a précisé que la gouvernance, qui définit comme l'accès équitable de tous au pouvoir et aux richesses, constitue le levier de la performance économique. Pour M. Michel Charasse, ancien ministre, membre du Conseil constitutionnel français, seul un État fort et démocratique peut garantir à la fois la gouvernance et la performance économique.
Le professeur Stéphane Doumbé-Bilé de Lyon et M. Emmanuel Golu, député à l'Assemblée nationale du Bénin, ont plaidé pour le renforcement de la gouvernance locale dans la mise en œuvre des stratégies de développement en veillant à la sauvegarde de l'intégrité et de la cohésion des États. M. Jean-Louis Billon, président de la Chambre de commerce de la Côte d'Ivoire, a relevé la nécessité d'adresser la question foncière et la satisfaction des besoins primaires des populations comme fondement d'une bonne gouvernance. Pour sa part, M. Broadman, directeur général d'Albright Group, a signalé que le déficit de gouvernance est de nature à hypothéquer durablement le développement des États africains. M. François Bourguignon, directeur de l'École d'économie de Paris, a noté que le taux de croissance en nette augmentation en Afrique augure des perspectives reluisantes et que la consolidation des acquis enregistrés constitue, au-delà de la gouvernance, une condition de la performance économique. Aussi a-t-il suggéré le développement industriel pour lutter efficacement contre le chômage et la productivité agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le professeur Ntoudaï Bodé, géostratège, a relevé le caractère multidimensionnel de la gouvernance qui oppose des conceptions du monde différentes et dont la seule dimension économique n'assure le développement. Au terme des échanges, un consensus s'est dégagé sur le renforcement de l'état de droit comme vecteur de la performance économique. Quant à la séance plénière numéro 3, elle a été présidée par M. Korje Bedoumoura, vice-président de la Banque africaine de développement, et était intitulée « Les conditions financières du développement africain ». Ont notamment pris part à cette séance plénière M. Korje Bedoumoura lui-même, M. Abdoulaye Biouchane de la Banque ouest-africaine de développement, M. le professeur Chico Eboué, M. Dominique Lafont, M. Kamoye Fokam, président d'African First Bank, ainsi que M. Pierre Jacquet de l'Agence française de développement, M. Daniel Cohen de l'École d'économie de Paris, M. Bernard Kémiche, modérateur, a conclu la série des interventions. En ce qui concerne la séance plénière numéro 4, elle était intitulée « Les réponses concertées aux enjeux de sécurité ». Et elle était présidée par M. Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, avec pour modérateur le professeur Garth Lepère de l'Université de Pretoria et pour rapporteur le professeur Pierre Mukongo Bonjo de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Ont notamment pris part à cette plénière M. Michel Sidibé, le professeur Alain Bauer, M. Michael Djertov, M. le professeur Paul Simon Andy, M. le professeur Marc-Louis Ropivia, M. le professeur Al Paslan Ozerdem, M. le professeur Martin Ndende. Le débat qui a suivi les présentations et les exposés a tourné autour de la corrélation entre la pauvreté et la criminalité, l'insécurité médicale, l'intégration régionale comme facteur de sécurisation, la dimension prévention dans la gestion des conflits, l'architecture sécuritaire de la CEMAC, la distinction entre réponse concertée et réponse collective en matière de sécurité. Pour ce qui est de la séance plénière numéro 5, elle a été présidée par M. Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, et a été modérée par M. Alexander Raab, directeur du programme of German Council on Foreign Relations. Et elle portait sur le thème « La nouvelle donne stratégique, quelle place pour l'Afrique sur la scène internationale ». Elle avait pour rapporteur M. Ikome Francis de l'Institute of Global Dialogue of Pretoria. Ont notamment pris part à cette séance plénière en qualité d'intervenant
le président Jean Ping, M. Alain Juppé, ancien Premier ministre français et maire de Bordeaux, M. Mohamed El Baradei, M. Chao Lei-Feng de l'East China Normal University, ainsi que M. Jean-Louis Roy. En ce qui concerne les travaux en atelier, ils étaient articulés dans 5 ateliers. L'atelier numéro 1 était consacré à l'agriculture et à l'environnement de demain. Il était modéré par M. Jean-Jacques Ekindi, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Et avec comme modérateur le professeur Henri Ogberlen en ce qui concerne le 2e atelier. L'atelier numéro 3 avait pour thème favoriser l'émergence d'un secteur privé africain sous la conduite de M. Olivier Rey, chargé de mission à l'AFD. Pour ce qui est de l'atelier numéro 4, qui portait sur le thème renforcer l'intégration économique du continent, il était placé sous la modération de M. Ferdinand Léopold Oyono, ambassadeur itinérant, ancien ministre d'État. L'atelier numéro 5, quant à lui, était présidé par le docteur Adamunda Mutoya, député à l'Assemblée nationale. Après ces échanges riches, pertinents et futuristes, la cérémonie de clôture, présidée par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, a été ponctuée par la communication de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, prix Nobel de la paix, le message de sa sainteté Benoît XVI, lu par son envoyé spécial, à savoir son éminence, le cardinal Peter Godro Apia Tupson, président du Conseil pontifical de justice et paix, la lecture de la déclaration de Yaoundé et naturellement l'important discours de clôture délivré par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président de la conférence internationale de Yaoundé, Africa 21. L'éclat et la solennité de la cérémonie de clôture ont été rehaussés par l'auguste et fort significative présence des chefs d'État des pays frères et amis suivants. Son Excellence Teodoro Obiang Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Son Excellence Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Fadike Bandera de Menezes, président de la République de Sao Tomé et Principe. Son Excellence François Bozizé, président de la République centrafricaine. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Fait à Yaoundé le 19 mai 2010. Je vous remercie. Nous allons entendre maintenant la déclaration de Yaoundé. Et à cet effet, je donne la parole à M. Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine. Déclaration de Yaoundé. Les chefs d'État et de gouvernement, les responsables d'organisations internationales, experts, dirigeants d'entreprises et représentants de la société civile, africains et non africains, qui ont participé les 18 et 19 mai 2010 à la conférence internationale de Yaoundé, Africa 21, sur les nouveaux défis pour l'Afrique, remercie son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun,
pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réflexion fort opportune qui a permis aux participants de faire le point sur le chemin parcouru par l'Afrique depuis 50 ans et d'envisager les perspectives d'avenir pour le continent. Il le remercie également pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Ils tiennent en cette circonstance à lui exprimer leur grande reconnaissance pour avoir su préserver la paix au Cameroun, dans un continent en proie depuis les indépendances à de multiples convulsions. Il le félicite pour l'excellente organisation, la qualité et la profondeur des travaux de la conférence internationale de Yaoundé, qui constituera un événement majeur de cette année du cinquantenaire de l'indépendance d'un grand nombre de pays africains. Il déclare d'un commun accord leur conviction que le XXIe siècle marque déjà le retour de l'Afrique à une plus forte croissance, à une limitation de son endettement et à une plus grande audience dans la communauté internationale. Leur foi dans les capacités de l'Afrique à générer innovation et progrès en s'appuyant sur ses valeurs humaines, la force de sa jeunesse, la richesse de son environnement et l'abondance des ressources de son sol et de son sous-sol. Leur refus d'une Afrique marginalisée et sous-représentée dans les instances internationales. Leur volonté de voir l'Afrique prendre, au contraire, toute sa place dans la recherche des solutions aux problèmes qui assaillent le monde d'aujourd'hui. Leur vœu de voir l'Afrique élaborer à cet égard un vaste programme d'intégration en renforçant sa place dans le système des Nations Unies. Ils estiment que le réveil africain en cours doit s'appuyer notamment sur le développement de l'agriculture vivrière. L'Afrique ne doit plus importer pour manger. Elle doit, si nécessaire, protéger temporairement son agriculture. Que la crise financière mondiale récente doit amener l'Afrique à en tirer toutes les leçons, à lutter contre les dérives spéculatives, à combattre l'existence de produits dérivés coupés de transactions réelles, notamment dans le domaine alimentaire, et à prévoir la réparation des préjudices. Que le développement des partenariats publics-privés et des échanges entre pays émergents sont de nature à améliorer la croissance et l'emploi. Que la conduite des politiques de progrès ne peut se concevoir que dans un climat de paix et de sécurité. Des facteurs tels que l'urbanisation non maîtrisée, l'expansion des risques sanitaires, la perte des valeurs culturelles appellent en tout premier lieu la nécessité d'une gouvernance publique transparente et rigoureuse. Le dispositif de résolution des crises mis en place par l'Union africaine compte de nombreux succès à son actif. Il sera soutenu, développé et renforcé. Que les capacités de maintien de la paix et de lutte contre la criminalité transnationale doivent être renforcées par la mobilisation des moyens propres d'intervention, sans exclure la poursuite d'une coopération internationale indispensable. Que la recherche d'une véritable solution à ces problèmes ne peut être efficace qu'à partir d'un travail en amont sur les causes de fragilité qui génèrent l'insécurité. Les menaces les plus graves pour les sociétés africaines d'aujourd'hui sont de nature mondiale. Qu'il s'agisse du réchauffement climatique, de la dérive financière ou du terrorisme.
les solutions ne peuvent être que mondiales. L'Afrique est maintenant capable de réaliser son unité dans la plupart des domaines. Il est temps qu'elle contribue de manière significative à l'émergence de ces solutions. Il convient, à cet égard, de mettre en place un comité de suivi de la présence des déclarations, faite à Yaoundé le 19 mai 2010. Pour la fin des travaux de la conférence internationale de Yaoundé Africa 21, je vous prie de bien vouloir suivre à présent le discours de clôture de M. le Président de la République du Cameroun, chef de l'État. Je vous remercie. D'abord de remercier M. Ping, président de la Commission de l'Union, pour la bonne lecture de la déclaration de Yaoundé. Messieurs, en tant qu'hôte de cette conférence, il me revient à nouveau de prendre la parole. C'est un privilège d'autant plus agréable que j'ai le sentiment que vos travaux ont fait considérablement avancer la réflexion sur les problèmes qui se posent à l'Afrique et qui se poseront vraisemblablement à elle avec encore plus d'acuité au cours des prochaines décennies. À la question posée, l'Afrique représente-t-elle une chance pour le monde? La déclaration de Yaoundé que vous avez adoptée apporte des réponses pertinentes pour chacun des grands secteurs d'activité considérés. À juste titre, la déclaration souligne la nécessité de procéder à une exploitation rationnelle des richesses naturelles de nos pays et à une mobilisation de nos ressources humaines trop souvent sous-employées. Elle n'esquive pas le problème difficile du financement de nos économies, parfois mal maîtrisées, en suggérant des pistes de réflexion en vue de trouver des solutions. Enfin, il est réaffirmé que le développement n'est pas une fin en soi et qu'il doit conduire au progrès social et à la protection des plus défavorisés. Une façon opportune de rappeler les objectifs du millénaire. On doit par ailleurs se féliciter de l'accent mis sur le respect de l'environnement et le développement durable. Ces préoccupations récentes sur notre continent pourraient nous éviter les erreurs commises dans le monde industrialisé. La préservation de nos forêts, qui jouent le rôle de poumon de la planète, justifierait évidemment une compensation appropriée. Il va de soi que la rationalisation de nos économies
et la protection de notre espace naturel doivent aller de pair avec la meilleure gouvernance publique possible, c'est-à-dire un fonctionnement sans heurts de la démocratie, le respect des droits de l'homme, la bonne gestion des finances de l'État, la prise en compte des aspirations de la société civile et la reconnaissance du rôle du secteur privé. La déclaration de la conférence ouvre à cet égard des perspectives intéressantes. D'autre part, il est clair que nos pays n'ont pas encore tiré toutes les conséquences de leur association au sein des organisations régionales dont ils font partie. Même si des progrès ont été faits récemment dans le sens d'une plus grande intégration, les résultats de ces processus restent en général en deçà des objectifs affichés. Ceci mériterait d'être rappelé, comme le fait justement le texte qui couronne vos travaux. Le maintien de la paix et de la sécurité n'est pas le moindre des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Il était indispensable, comme vous l'avez fait, de revenir sur les menaces qui pèsent sur notre continent et surtout sur les mesures susceptibles d'y paraître. Il est banal de dire qu'il n'y a pas de développement sans paix ou sécurité, mais il n'est pas pour autant inutile de le rappeler. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il est temps de dire aux Africains que le moment était venu de se défaire de l'image misérabiliste qui est depuis trop longtemps la leur. Qu'ils ont les moyens d'une véritable renaissance et qu'ils sont dignes de rejoindre le reste du monde sur un pied d'égalité. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce sera la tâche des historiens d'évaluer la portée des perspectives que vous avez tracées dans ce texte fondateur. Mais ce sera celle des politiques de mettre en œuvre les orientations et les recommandations qui en découlent. C'est pourquoi je me réjouis que vous ayez décidé de former un comité international chargé de coordonner et d'évaluer les initiatives qui seront prises pour assurer le suivi de la conférence. Sans attendre, le Cameroun diffusera le texte de la déclaration auprès des organisations internationales, au premier rang desquelles l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, mais aussi auprès des différents forums où sont débattus les problèmes de l'Afrique. Pour ma part, j'ai la conviction que vos propositions ouvrent la voie à une véritable réhabilitation de l'Afrique et à son intégration dans les affaires du monde. En tout état de cause, je crois pouvoir dire que la qualité de vos travaux et l'harmonie qui a régné tout au long de la conférence ont fait de celle-ci un succès. C'est pour moi une raison supplémentaire de vous remercier une nouvelle fois de votre participation et de l'amitié que vous avez ici témoignée au Cameroun et à travers lui à l'Afrique, en venant à Yaoundé. Et je déclare donc clos
les travaux de la conférence internationale de Yaoundé. Et permettez-moi de vous remercier de votre aimable attention. Sogol abikiril ikiri matam basol sol ba bike mu ingem long inyuli pupi limatin mes bombo ye mapiwo kundai mo hinale bombo ye mapiwo lady lanon Inchel basol papi por Sogol abisol be Ipola pasango Anyango Oh Sol abihemle Ikel maten mes makorba Ah Kumbaya akalong No baganon Inale boyes ya korba song ingwem laga ingem liten Jessica hoy di be bani oya sang yes di bani no be isevla di be